Bonjour, on est le 19 juillet 2018. Il fait un très bon temps, mais ils annoncent que la semaine prochaine, il fera environ 30 degrés. Tant mieux. Bon, ici, on va voir un petit problème de mathématiques appliquées qui concerne l'économie. Voici deux courbes données. OP égale 3 moins 5 sur 2P plus 1 et DP est égal à moins P plus 3. Moins P plus 3. Donc on voit tout de suite que ça c'est l'équation d'une droite et ça c'est l'équation d'une hyperbole. Hyperbole, bon si on a dans un repère équilatère orthonormé, on a une hyperbole euh, équilatère, sinon si on a une hyperbole équisept. Voilà, donc ça on a affaire à une hyperbole. Hyperbole ici, et l'équation de droite ici. Bien sûr, une droite décroissante, parce qu'on a un coefficient angulaire qui est moins P, donc en fait, elle décroît. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout bonnement l'offre d'un produit, et DP, c'est la demande du produit. Bon, l'offre, c'est bien sûr ce que est capable d'offrir le producteur. Le producteur, c'est le producteur qui permet, je veux dire, d'avoir une certaine offre de produits. Par contre, la demande, c'est la demande au niveau du consommateur. C'est le consommateur qui va induire une certaine demande euh, de produits. Et donc, les prix vont varier en fonction de l'offre et de la demande. Et là, on a deux courbes. Une qui est une hyperbole ici, qui est l'offre, et une droite qui est l'équation d'une droite, qui est l'équation de la demande. Bien sûr, le prix ici étant centaines d'euros. Par contre, les produits, c'est à 10 exposant 4 unités, c'est-à-dire 10 000 unités de produits. Alors, on demande de représenter l'offre et la demande, et de calculer, de représenter et d'interpréter, attention qu'ici il faut un Z, parce qu'ici il y a Z ici, Z là, il faut un Z là, et interpréter la croissance moyenne si le prix passe de 100 à 300 euros. Voilà. Et le question C, ça concerne un équilibre de prix, l'équilibre le prix à l'équilibre, quel sera le prix à l'équilibre, et bien sûr le D, pour quel prix il y aura un manque de 40 000 produits. Bon, on va attaquer tout ça. Tout d'abord ici, c'est une question où on demande de faire, je veux dire, l'offre, l'équation de l'offre, non pas point par point, mais par modèle homographique. Voilà. Donc, en fait, euh, ici, en modèle homographique, pour dessiner, vous comprendrez que pour dessiner 3 moins 5 sur 2 P plus 1, il faut d'abord tracer la fonction d'hyperbole 1 sur P. Vous dessinez la fonction hyperbole. En fait, l'hyperbole pour 1, vous avez 1. Voilà. Pour 2, vous avez l'inverse 1 demi. Pour 3, 1 tiers. Pour 4, 1 quart. Pour 1 demi, vous aurez 2. Voilà. Pour 1 dixième, vous aurez 10. Pour 1 centième, vous aurez 100, etc. Et là, on voit qu'on a voilà, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. Donc c'est une fonction qui est en fait impaire. Voilà. Et ça, c'est la fonction 1 sur x. Mais dans ce cas-ci, dans ce cadre-ci, c'est P, parce qu'on a P ici. Bien sûr, l'offre et la demande, en fonction du prix, ont les mêmes unités. C'est-à-dire que ça, ici, c'est le prix, et là, l'offre ou la demande, mais là, pour une centaine d'euros, et là, pour 10 exposants 5, 10 exposants 4 produits. C'est les mêmes unités, que ce soit pour l'offre ou la demande. Donc, ça va pas, je veux dire, changer grand-chose. Donc, il faut dessiner 1 sur P, et puis par après, la seconde transformation qu'il faut faire, c'est de dessiner 1 sur 2P. C'est-à-dire 1 sur 2P, c'est de diviser, en fait, quand on joue sur les X, P est considéré comme l'axe X, le prix, quand on joue sur les X, ben, c'est toutes les opérations homographiques du modèle provenant d'une fonction usuelle. Les fonctions usuelles, c'est les fonctions racine carrée de x, valeur absolue de x, carré de x. Enfin, il y a énormément de fonctions usuelles. Dans les logarithmes, on en retrouve aussi. Voilà, racine carrée de le cube, la racine cubique.
logarithme en base x, e de x, tout ça sont des fonctions usuelles. Et il y en a encore d'autres, il y en a beaucoup, hein, je veux dire, et donc il y a 1 sur x, etc. Il y en a pas mal, pas mal, pas mal. Bon, donc ici, on a 1 sur x qui est une fonction usuelle, et on peut appliquer le modèle homographique sur cette fonction usuelle. Et donc, ici, on dessine 1 sur P, et 1 sur P, c'est une transformation, si vous voulez, c'est une transformation en X. Donc, en fait, tout ce qui se passe en X, contrairement aux Y, les Y, quand on fait plus, on additionne. Quand on fait moins, on soustrait. Quand on multiplie sur les Y, ça veut dire une opération sur les Y, on multiplie, ça revient à multiplier. Diviser revient à diviser. Par contre, sur X, additionner, ça revient à soustraire. Soustraire, ça revient à additionner. Multiplier, ça revient à diviser. Et diviser, ça revient à multiplier. Et effectivement, ici, j'ai un produit. 2 fois P. Je joue sur, bien sûr, le modèle homographique 1 sur P. Et je joue sur les X. Et sur les X, bon, comme je multiplie, il faut diviser. Donc, ça veut dire que ces X-là, si je prends un point ici, je dois diviser par 2. Voilà, il va passer par ici. Si je prends cet X-là, je dois diviser ce X-là. Donc, en fait, le point, il va se retrouver là. Les Y ne bougent pas, hein. Si je prends ce X-là, lui, il va se retrouver là. Si je prends ce X-là, je divise par 2, il va se retrouver là. Voilà. Et vous allez avoir une nouvelle fonction, hein, qui aura toujours pour asymptote, on aura toujours deux asymptotes. Une asymptote verticale, Y égale X égale 0. Voilà, pour équation X égale 0. Et une équation, une asymptote horizontale, où Y égale 0. Voilà, elle est là. Et donc, 1 sur 2p, fatalement, vous comprendrez que 1 sur 2p, il suffit de diviser, je veux dire, les x, les y ne bougeant pas, par 2. Voilà. Ensuite, on additionne 1, ça veut dire que cette fonction en vert, là, tout va être décalé de 1 unité vers la gauche, c'est-à-dire que l'asymptote verticale va aussi bouger d'une unité vers la gauche. Parce que additionner 1, là, on joue avec les x. Enfin, on manipule les x. Donc, comme j'additionne 1, additionner, ça revient à soustraire pour les x. Donc, la fonction, ça va être une fonction comme ceci, en fait. Voilà. Donc, 1 sur 2p plus 1. « 1 sur 2p plus 1 revient à remettre l'asymptote en x égale moins 1 et d'avoir la fonction qui fait ceci. Voilà. Voilà, 1 sur 2p plus 1. Ensuite, vous devez faire x5 pour avoir. Voilà. Si vous faites x5, à ce moment-là, c'est tous les y qui sont multipliés par 5. Là, on joue avec les y là. Voilà. Donc, en fait, ceci, il faut multiplier par 5. Celui-ci, ce point-là, multiplié par 5. Celui-ci, multiplié par 5. Ce point-là, multiplié, voilà, etc. Donc, vous allez avoir une fonction, hein, si tout est multiplié par 5, qui fait comme ceci, si vous voulez. Voilà. Si je multiplie tous les y par 5, ce y-là multiplié par 5 se trouve là, ce y-là multiplié par 5 va se retrouver là, cet y-là multiplié par 5 va se retrouver là, cet y-là multiplié par 5 on va se retrouver là. Donc on va retrouver une fonction qui fait toujours comme ceci, mais qui ne coupe pas bien sûr l'axe, l'asymptote vertical qui s'est déplacé bien sûr ici. Hein. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'opposé pour avoir moins 5 sur 2p plus 1. Ce qui veut dire que tout ce qui est les y positifs vont devenir négatifs. On prend les opposés. On prend les opposés. Et donc, fatalement, si vous prenez les opposés, celui-ci va se retrouver là, celui-là, là, celui-là, là, celui-là, là. Et vous aurez la fonction qui va faire ceci, si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est moins 5 sur 2p plus 1. Voilà, elle va faire ceci. Voilà. Et de l'autre côté, tout ce qui est ici, là, va être l'autre côté parce qu'on prend l'opposé. Donc en fait,
on aura une fonction qui va faire comme ceci, si vous voulez. Voilà. Sans jamais traverser, bien sûr, comme je vous ai expliqué, l'asymptote. Hein, l'asymptote, elle reste asymptote, que ce soit dire pour 5 sur 2p plus 1 ou moins 5 sur 2p plus 1. Il est toujours asymptote. Voilà. Voilà la fonction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout décaler. Moins 5 sur 2p plus 1. Je vais additionner 3. Ou en d'autres termes, le 3, je peux le mettre à droite. Hein, à gauche, pardon. Voilà, pour avoir ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais tout décaler de 3 unités. Donc de là, tout va remonter de 3 si vous voulez. Et donc l'asymptote horizontale va remonter de 3. 1, 2, 3. On va se retrouver ici. Voilà. Donc la fonction va monter de 3. Donc c'est la fonction en bleu, la dernière bien sûr. Hein. Dernière manipulée. Voilà, la dernière manipulée va remonter de 3 unités. Donc, ce qui veut dire que la fonction va se retrouver comme ceci. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà. On aura ceci. Bien sûr, avec l'asymptote verticale qui n'a pas bougé, elle. Hein. L'asymptote verticale qui est ici. Voilà. Et la nouvelle, l'asymptote horizontale, elle est là maintenant. Voilà. Bon, ça c'est par les modèles homographiques. Bon, je vais aller même plus loin. Hein. Je vais aller plus loin. Je vais vous dire quelque chose, c'est un problème économique. Hein. Ce sont des mathématiques appliquées, ce pas des mathématiques pures. Hein. Donc, appliquer un domaine de l'économie, des sciences économiques. L'économie est une science économique est une science à part entière, donc les sciences économiques. Donc, fatalement, là, il y a des hypothèses à faire. Et ici, il y a une hypothèse à faire, c'est le domaine à prendre en compte. Le domaine, ici, l'axe des X, c'est le prix. Donc, fatalement, le prix est strictement positif. Hein. On n'a pas de prix négatif. Donc, ça me, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça m'aide, ça aide pour la construction du graphique qui n'aura pas de partie, je veux dire, à gauche. Voilà. Donc voilà, le graphique, il doit être quelque chose comme ceci. Il doit avoir, voilà, une partie à gauche. Bon, maintenant, je vais dessiner, ça c'est pour l'offre. L'offre a une allure comme ceci. Et la demande, c'est une droite de coefficient angulaire, bien sûr, qui passe en... L'ordonnale l'origine vaut plus 3, de coefficient angulaire moins 1 tiers. Voilà. Donc, elle va passer en 3 ici, et le coefficient angulaire, pour 1, vous devez descendre de 1 tiers. Pour 1, vous devez descendre de 1 tiers. Pour 1, vous devez descendre de 1 tiers. Donc, autant dire que la droite fait ceci, si vous voulez. C'est une droite qui fait comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà la demande. Donc, ceci, c'est l'offre en fonction du prix. Et là, c'est la demande en fonction du prix. Voilà. Et encore une fois, on est dans un problème d'économie, donc avec un domaine où le prix est strictement positif. Bon, si le prix est strictement positif, je peux éliminer cette partie ici. Voilà. Donc ici, j'ai l'offre ici et la demande. Voilà. Maintenant, je vais les tracer point par point. Voilà. Je vais tracer point par point pour avoir quelque chose de plus précis. Voilà. Voilà. Donc on sait bien que l'offre a une tendance hyperbolique comme ceci, une branche bien sûr parce qu'on n'a pas pris les prix, on n'a pas pris un prix négatif mais un prix positif, voilà. Et on a l'offre est ici, qui est une branche d'une courbe, qui est une hyperbole, une branche d'hyperbole, voilà. Et là on a la demande. Bon, bien sûr, comme je vous dis, c'est un problème économique, on n'aura pas un prix infini. Hein. Fatalement, à un moment donné, on a un domaine, bien sûr,
ou ne dépassera pas un certain prix. Vraiment, je veux dire, voilà, donc on est pris dans un problème économique, donc on n'a pas un prix infini. Donc la branche ici ne va pas tendre vers l'infini, hein. Voilà. Bon, alors, ça je peux enlever l'asymptote, j'en ai pas besoin. Eh bien, on va tracer ça, je veux dire, pour essayer d'avoir une allure un peu plus précise. Alors, voilà, comme je n'ai pas besoin de la partie gauche, je vais mettre le graphique comme ceci. Voilà. Là, le prix, et là, on va mettre l'offre de prix en fonction du prix, et la demande en fonction du prix. Voilà. Et sachant que les équations de l'offre, c'est ceci, et l'équation de la demande, en fonction du prix, c'est moins P sur 3 plus 3. Voilà. Alors, pour P égale 0, ici, on a 3. Donc, je vais mettre 1, 2, 3. Voilà. La droite passe par ici. Je mettrai bien le 3. Ouais. Ouais. Voilà, c'est bon. Je vais mettre ici 1, 2, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, pour P égale 0, P égale 0, j'ai 3. 1, 2, 3. Voilà, pour P égale 0, j'ai 3 pour la demande. Pour P égale 1, 3 moins 1 tiers. 3 moins 1 tiers. Si je veux, avec précision, 3 moins 1 tiers, 2,6. Hein. Donc 2,6, c'est environ ici. Voilà pour 1. Pour 2, alors on va mettre pour 3. Pour 3, ce qui fait moins 1, 3 moins 1, ce qui fait 2. Voilà. Pour 4, c'est moins 4 tiers, 3 moins 4 tiers. 1,6. Là. Pour 5, attention que le prix est en centaines d'euros. Hein. Ouais, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est en centaines de prix, c'est en centaines d'euros, sous-entendu centaines d'euros. C'est-à-dire qu'ici, l'unité, c'est P égale 1, c'est en fait c'est 100 euros. P égale 2, c'est 200 euros. P égale 3 égale 300 euros. P égale 4 égale 400 euros. P égale 5, 500 euros, etc. 6, pour 6, c'est moins 6 sur 3 plus 3, ce qui fait moins 2, 3 moins 2, 1. Voilà. Puis on aura pour 7, pour 8, pour 9, pour 10, pour 11, pour 12, etc. Bon, alors pour 9 ici, c'est 9 sur 3, ça fait moins 3. 9 sur 3, ça fait 3. Avec le moins 3, 3 moins 3, ça fait 0. Donc ici, on a une racine ici. La racine, elle est là. La racine, pour la demande, voilà, c'est un prix de 9. Et puis après, la demande devient, on va dire, négative. La demande devient négative après 9. Voilà. On peut apercevoir qu'après 9, donc ici, la demande, ici, elle est là, elle est strictement positive. Si je fais un tableau de signes, bon, elle est strictement positive. En dessous, entre 0 et 9, bien sûr, le domaine ici, il n'est pas pris. Parce qu'on a dit qu'on en économie, il n'y a pas de prix négatif. Là, la demande est nulle. En ce point-là, au point A, la demande est nulle. Et en fait, après, la demande devient négative. Voilà, ça c'est pour l'équation de la demande. Je vais faire l'équation de l'offre avec plus de précision. Pour 0, P égale 0, 2 fois 0, ça fait 0. Sur 1. 3 moins 5, moins 2. Donc on démarre en moins 2. On démarre ici, en moins 2.
Alors, on sait pas si on le voit pas fort. Faut que je descende. Voilà. Faut que je fasse ceci. Là, on le voit. Voilà. Le -2 est ici, hein. On le voit un petit peu. Voilà, on le voit ici, -2. -2. Ensuite, il va s'annuler en combien? On va regarder en combien il va s'annuler. La racine de ça, je vais la rechercher. Il suffit de faire 3 moins 3 moins la racine de l'offre. L'offre, c'est 3 moins 5 sur 2p plus 1. 3 moins 5 sur 2p plus 1. Quand est-ce que ça s'annule? Pour rechercher la racine, c'est quand moins 5 sur 2p plus 1 égale moins 3. C'est-à-dire que quand on a 5 est égal à 2p plus 1, le tout fois 3. Ce qui fait 6p plus 3, moins 5 égale 0. 6p égale 2, p égale 2 sixièmes, ce qui fait 1 tiers. Voilà. Si je mets 1 tiers, hein, si je mets 1 tiers là-dedans, 1 tiers fois 2, 2 tiers, 2 tiers plus 1, ça fait 5 tiers. 5 tiers fois 5 divisé par 5 tiers, c'est 15 divisé par 5, ce qui fait 3, et 3 moins 3, ça fait 0. Donc, on a bien, on a 1 tiers ici, la courbe passe par ici. Elle va monter comme ceci. Voilà. Bien sûr, on a une asymptote, comme on a dit, en x égale, en y égale 3. L'asymptote horizontale est ici. Elle a pour équation y égale 3. On ne dépassera jamais ça au niveau de la courbe de l'allure. Voilà. Bon, si je mets x égale 5, non, 4, si je mets 4, 3, ouais, je vais mettre, enfin, l'allure, elle va faire ceci. J'ai pas envie de la tracer point par point. Voilà, elle va faire ceci, cette allure-là. Voilà l'équation de l'offre. L'offre, elle fait ceci. Voilà. Là, on a l'équation de l'offre en fonction du prix. Et là, on a l'équation de la demande en fonction du prix. Bien sûr, ici, vous comprendrez encore une fois, hein, je peux faire la même. Voilà, la racine ici, elle vaut combien? On l'a vu, 1 tiers. 1 tiers pour l'offre. Hein, ça veut dire que l'offre, elle était négative et elle s'annule quand le prix vaut 1 tiers. 1 tiers, bien sûr, fois 100. Hein, parce que c'est en centaines d'euros. Voilà, et après, l'offre, elle devient positive. On est au-dessus de l'axe des X. Et ici, en l'occurrence, X, c'est P, c'est le prix. Voilà. Bon, on a les deux allures de cours plus ou moins avec précision. Bon, maintenant, on va répondre aux questions. La question 1, représenter l'offre et la demande, c'est fait, été fait. Calculer, représenter, interpréter la croissance moyenne si le prix passe de 100 à 300. Mais le prix passe de 100 à 300, comme c'est en centaines d'euros, il va passer de 1 à 3. 1 à 3. Bon, s'il passe de 1 à 3, si le prix passe de 1 à 3, ça veut dire que l'offre va passer de cette quantité-là à cette quantité-ci. Voilà. De cette quantité-là à cette quantité-là. Voilà. Alors, je vais calculer ces deux quantités-ci. Je vais les calculer. Bon, c'est-à-dire que je vais chercher...
Voilà, donc en fait, ici, on a delta x, si vous voulez. Hein. J'ai un delta x, donc j'aurai, pour ce delta x là, j'aurai un delta y. Voilà. Là, j'aurai un delta x, et là, un delta y. Et ça va être la croissance moyenne, en fait. Ce sera la croissance moyenne, ce sera delta y sur delta x. Sachant que le delta x passe de 100 à 300, donc de 1 à 3 ici. Eh bien, je vais regarder combien fait l'offre pour 3 et l'offre pour 1. Et de calculer delta y qui vaut, ici c'est delta offre, delta O, sur delta prix. Hein. Ouais. Donc, offre pour 3, l'offre moyenne, c'est delta offre sur delta prix. Voilà. L'offre moyenne, donc ici, on a le prix qui va varier de 300 à 100, hein, voilà, ou de 3 à 1, de 1 à 3, pardon, de 1 à 3. On augmente, on diminue. Oui, quand il passe de 1 à 3, ici, bien sûr, le prix fait ça. L'offre fait ça, pardon. L'offre fait ça. Donc ça veut dire, quand le prix va passer de 1 à 3, ben là, l'offre va augmenter. Voilà. Et donc ça veut dire que la fonction est croissante ici. Parce que si on croit en x, ici en l'occurrence le prix, et on décroît au niveau de y, c'est-à-dire en l'occurrence ici l'offre, eh bien là, la fonction décroît. Quand ça croît et que ça croît ou que ça décroît, attention que ça peut décroître, mais à ce moment-là, pour que ça croisse, il faut que ça décroisse. Voilà. Si le delta x décroît et delta y décroît, ça veut aussi dire que la fonction croît. Hein. Tout comme ici. En fait, ils doivent être de même signe, moins, moins, ou plus, plus ici, en delta, en écart, pour que ça croisse. Hein. Ici, ils sont bien du même signe en rapport, là du même signe en rapport, donc ça croît. Par contre, ici, on a plus, moins, mais si vous aviez eu moins et plus, là, ça décroît aussi. Donc, quand vous avez des signes contraires, moins, plus, quand vous avez des signes contraires, ben, ça veut dire que ça décroît. Hein, quand les variations sont de signes contraires, ça décroît. Quand les variations sont de signes... Le rapport des variations, c'est parce que c'est le rapport des variations en Y par rapport à celui de X. Quand les rapports de variations en Y par rapport à X sont du même signe, voilà, eh bien, ça veut dire que ça croît. Mais s'ils sont de signes différents, en fait, ça décroît. Donc ici, on a bien une croissance, parce qu'on voit bien que quand le prix augmente, hein, hein, là, j'aurai bien 3 moins 1 qui est positif, mais on va voir du positif ici. Je vais avoir une valeur positive. Bon, alors, quelle est cette valeur? Pour avoir calculé delta OP, c'est OP, c'est O au 3, delta OP, hein, c'est O, O de 3, O de 3, moins O de 1. Voilà. Et ça, et le delta P, ben, c'est 3 moins 1. Voilà. Et ici, vous voyez bien que 3 moins 1, il est positif. Donc, pour que ça croisse, il faut absolument que ça doit être positif. Attention qu'il faut bien, pour avoir les accroissements, il faut bien mettre au 3 correspond au de 3. Au 1 correspond au de 1. Pas mettre l'inverse, sinon ce n'est plus bon. Hein. Voilà. Bon, O de 3, que vaut O de 3? On va le calculer tout de suite. 3 moins 5 sur 2P plus 1. Voilà, pour 3. Ce qui fait 3 moins 5 sur 2 fois 3 plus 1. Ça fait 6 plus 1. Ce qui fait 3 moins 5 septièmes. 3 moins 5 septièmes. 2,28. 2,285. 2,285 parce que c'est en milliers. En milliers, ce qui fait fois 10 000, ce qui fait ouais, 2, je mettrai encore une virgule, enfin un décimal, 285, 71. Voilà. Comme ça, si c'est fois 10 000, 1, 2, 3, 4, ça voudrait dire 22 857 unités pour 300 euros. Vous avez une offre de 22 857 unités, voilà, pour 300 euros. Pour 100 euros, on fait le même calcul,
Voilà. Donc, on va mettre maintenant pour calculer pour P égale 1. Voilà. Une fois 2 plus 1, 3. 3 moins 5 divisé par 7. Voilà. Et là, on va essayer un petit problème. J'obtiens le même résultat que ça. Est-ce que j'ai bien fait mon calcul tout à l'heure? Si je fais 2 fois 3, 6 plus 1, 7. 3 moins 5 divisé par 7. J'ai bien 2,2857,71. Ça, c'est bon. Si je fais 3 moins 5 divisé par une fois 2, 2 plus 1, 3. Voilà, c'est plutôt 1,3333. Ce qui veut dire, si je fais fois 10 000, 3, 4, ce qui fait 13 000. 1, 2, 3, 4. 13 333 unités. Là, si je fais fois 10 000, c'est 1, 2, 3, 4. 22 857 unités. Donc 22 857 unités, 13 337 unités. Autant dire que la différence est 2,2 moins 1,3, c'est positif. Hein. Et là, on a du positif. Positif sur positif. La croissance moyenne, elle est positive. Donc, on a une croissance. Donc, voilà, la croissance moyenne. Pour un écart de 1 à 3, ben, j'ai un écart de ceci. Et si je fais la différence des écarts de 2, moins 2,2857,71, 2,85,71, voilà, 0,952 23,7. Voilà l'écart, il fait ça. Bon, si je reviens à mon graphique, ça veut dire que le delta x ici, le delta x pour de 1 à 3, c'est-à-dire de 100 à 300, de 1 à 3, parce que c'est des centaines d'unités, en fait c'est comme si c'était de 100 à 300, hein, via l'échelle, donc de 1 à 3. Ici j'ai une variation en y de 0,9. 0,9, c'est-à-dire combien 0,9, ce qui fait fois 10 000, parce que c'est à 10 exposants 4 unités de produit. 10 exposants 4. Voilà, donc je dois faire fois 10 000, bien sûr. Donc si je fais 100 fois 10 000, ce qui fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 9522 unités de produit. Voilà. Donc pour une variation de 100 à 300 euros, ben, on a une variation de produit équivalente à 9522 unités de produits en offre. L'offre a varié, l'offre a augmenté. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi l'offre a augmenté? Enfin, j'espère que j'ai bon dans mes calculs maintenant. J'ai bon. Je vais bien refaire le calcul. 5 divisé par 2 fois 3 plus 1 moins 5 moins 3, pardon. Ça c'est bon. Et l'autre, je vais recontrôler. 3 moins 5 divisé par 3. 1,6 c'est juste. Et donc là, si je fais moins 2,285,71, c'est juste. Donc 0,952. Et fois 10 000, c'est 1, 2, 3, 4, 9522 produits. Bon, alors maintenant, venons-en à notre discussion. Il faut interpréter ça. Interpréter. Eh ben, on va le faire tout de suite, l'interprétation. Parce qu'en fait, la question représentée OP et DP, ça a été fait. La question là est faite.
calculer, représenter et interpréter la croissance moyenne, mais je viens de le faire, si le prix passe de 100 à 300. Bon, maintenant, je vais l'interpréter. Calculer, on l'a calculé. Mon calcul, il est là. Voilà. Représenter, mais c'est mon delta Y sur delta X. Voilà. C'est mon delta P sur delta O ici dans ce cas-ci, delta OP. Voilà. C'est le delta OP sur delta P. Et la représentation, elle est là. Voilà mon delta P et là mon delta OP, ma variation. Donc en fait, la fonction va croître, enfin, l'offre va croître d'ici à là, pour une variation de prix comme ceci. Donc la variation de prix, elle est là, si vous voulez. Pour une variation de ceci, j'ai une variation delta OP de ceci. Et donc, on a une croissance moyenne de, si vous voulez, d'après le calcul, de 9522 produits pour une variation de 200 euros. Hein. Pour passer de 100 à 300, on a une variation de 200 euros. Donc on a une offre qui a augmenté de 9522 produits si j'augmente le prix de 200 euros. Alors pourquoi? Ça c'est tout à fait évident. Ça c'est l'interprétation que je vais vous expliquer maintenant. C'est tout simplement que dans un magasin, s'ils augmentent le prix d'un produit, qu'est-ce qui peut se passer? Mais beaucoup de gens ne vont plus acheter ce produit-là. Ils vont soit aller à la concurrence ou acheter un produit, je veux dire, similaire. Similaire qui remplit. Si le prix du beurre va augmenter demain, ben, les gens vont acheter moins de beurre, ça coûte plus cher. Bien sûr, les gens auront un revenu fixe, enfin ils ont un revenu qui est limité. Même le riche a un revenu limité. Le riche, même s'il achète des bateaux, des avions, etc., à un moment donné, il est limité dans ses ressources. Il ne peut pas acheter toute la terre entière comme il veut. Voilà. Même s'il a des milliards, les milliards, ça représente aussi une limite. Voilà. Quelle que soit la grandeur monétaire, on a toujours une limite. On n'a pas des quantités infinies d'argent. Voilà. Et donc, les ressources sont toujours, je veux dire, les revenus sont toujours limités. On ne peut pas, je veux dire, se dire qu'on a, je veux dire, une ouverture de crédit illimitée. C'est pas vrai, ça. Et notamment, c'est d'autant plus vrai pour les sociétés en général qui possèdent une classe moyenne. Bon, il y a très peu de riches en général, mais il y a une grande classe moyenne dans beaucoup de pays. Ce qui veut dire que les riches constituent, je veux dire, un très faible pourcentage, très très faible, très très petit. Hein. La plus grande richesse est détenue par une petite quantité. La grande richesse, et ça c'est valable sur Terre que dans n'importe quel pays, la richesse est détenue par, en général, euh, quelques individus sur Terre. Par exemple, si je prends la Belgique, bon, il y a certaines richesses dans certains domaines et on énumère certains milliardaires dans certains domaines. Mais à côté de ça, tout le monde n'est pas milliardaire. Ouais, on en compte les très très grands milliardaires, on en compte sur les doigts d'une main. Et puis en dessous, il y a des autres milliardaires, mais à plus basse échelle. Et là, bon, il y en a un peu plus, fatalement. Et puis, plus on descend, euh, euh, plus on descend au niveau des milliards, et plus vous rencontrez de plus en plus de gens. Fatalement, la pyramide commence à s'ouvrir de plus en plus. Elle s'ouvre. C'est une pyramide, en fait, euh, euh, voilà, c'est une pyramide comme ceci. Voilà. Ici, on a très peu de gens qui détiennent énormément d'argent. Ensuite, dans une classe en dessous, on a un peu plus de gens qui détiennent moins d'argent que ceux du dessus. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Et à un moment donné, vous tombez sur la classe moyenne. La classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont un revenu, je veux dire, un montant de revenus, je veux dire, où ils doivent calculer. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Bon, parce que, bon, généralement, la classe moyenne euh, veulent avoir tous une belle voiture, une belle maison, euh, euh, du matériel de dernier cri, etc. Et ça, c'est un coût. Et je veux dire, eux, ils doivent calculer parce que bon, ils ont des petites ressources par rapport à la pyramide ici. Peut-être qu'ils sont situés à une échelle ici, hein, la classe moyenne. Bon, une fois qu'on a acheté une grosse villa avec un moyen terrain, une grosse villa, mais là, on commence à calculer. Hein. Bon, les personnes qui achètent ça sont obligées de commencer à calculer, faire attention. Surtout si je commence à acheter un 4x4, bon, faut savoir que il y a des charges derrière tout ça. Hein. Et que, je veux dire, il suffit pas de jouer aux riches, alors qu'on est issu d'une classe moyenne, et qu'après, bon, on est étranglé par toutes les dettes du véhicule, les impôts qu'il faut payer pour tout ce qui est charge, enfin, pour tout ce qui est, je veux dire, maison, habitation, voiture, etc., etc. La personne, elle est vite étranglée parce qu'il a un revenu
je veux dire, qui n'est pas celui d'un grand riche, hein. Donc, il doit faire attention, il doit calculer. Sinon, je veux dire, il risque de tomber dans une, de jouer le rôle d'une personne qui n'est pas dans cette classe-là, mais dans une autre classe. Alors voilà, chacun doit rester dans sa classe. Il ne faut pas trop voir trop grand et croire qu'on est dans une classe supérieure alors que c'est pas le cas. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'étranglement, c'est les dettes, et c'est les problèmes familiaux et d'argent, ouais, financiers. Voilà. Ce que je voulais te dire, c'est que bon, les revenus sont pas, je veux dire, ils sont limités pour tout le monde. Bien sûr, on est dans une loi économique où il y a de la concurrence, hein. Il n'y a pas de monopole ici dans une loi concurrentielle. Donc, c'est-à-dire que, je veux dire, monopole, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui fixe les lois du marché ici. Il n'y en a pas un qui est plus fort que tout le monde et qui fait que c'est lui qui va dicter, je veux dire, sa façon de voir les choses. Non. En fait, on est dans un monde concurrentiel dans ce cas de figure ici. Et qu'est-ce que ça signifie que quand ça augmente de 200 euros, mais on a plus d'offres. C'est normal, c'est normal. Parce que si les prix augmentent, les gens vont se détourner de ce produit-là. Bon, ils vont aller voir à la concurrence, hein, ou soit acheter, je veux dire, des produits, je veux dire, en correspondance euh, au produit qui a augmenté de prix, qui devient. Voilà. Ouais, maintenant, euh, je veux dire, voilà, il y a ce qu'on appelle les biens de consommation, je veux dire que vous achetez tous les jours, hein, comme l'agroalimentaire, certaines choses que vous n'achetez pas tous les jours, mais peut-être de façon cyclique, mais pas tous les jours. Les vêtements, par exemple, hein, les vêtements, certaines choses, bon, c'est plus des phénomènes de mode. Vous achetez quand il y a un phénomène de mode, par exemple, des jeux, des iPhones, des Xbox, voilà, de tout ce qui est électronique, hein, des téléviseurs plats. Tout le monde commence à avoir des téléviseurs plats. Bon, tout le monde achète des téléviseurs plats. Voilà, c'est la mode. Donc voilà. Mais ça, c'est pas cyclique. Par contre, ce qui est cyclique, mais c'est le pain. Vous achetez le pain. C'est le panier de la ménagère. Le pain, ce sont les ressources que vous vivez tous les jours avec. Tous les jours avec. Bon, un iPhone, on ne vit pas tous les jours avec. Bien qu'on peut tomber dans une espèce de, comment est-ce qu'on appelle ça, de- d'addiction du GSM. Le GSM n'est pas quelque chose, je veux dire, de primordial. Voilà, n'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est de manger. Mais maintenant, la plupart des gens savent subvenir à ce besoin. Donc, ils ont d'autres besoins, qui est les besoins de l'échelle de Maslow. Maslow, l'échelle des besoins. Voilà, bon, quand on a, je veux dire, répondu à certains besoins, ben, on essaie de satisfaire d'autres besoins. Et on est toujours en constante évolution et toujours à la recherche de satisfaire de nouveaux besoins. Voilà. Mais maintenant, on peut retomber dans l'autre sens, hein. Quelqu'un qui tombe SDF, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il retombe dans l'autre sens, hein. Il avait tout ce qu'il voulait, et à un moment donné, bon, il n'a plus rien, il a tout perdu. Donc, il doit retrouver une vie qui est celle de retrouver ses besoins primaires. Les besoins primaires, c'est manger, boire, voilà, et se laver, se laver. Il y en a qui n'ont pas de douche, ils sont tombés SDF alors qu'ils avaient une vie de là, hein. Ça, les circonstances de la vie fait qu'on peut se retrouver, je veux dire, dans la rue. Pour l'une ou l'autre raison. Bien qu'il y a des faux pauvres qui existent sur Terre, qui font semblant de jouer aux pauvres, qui sont remplis d'argent, mais qui font semblant de jouer le SDF, voilà, pour une raison ou l'autre, psychiatrique ou autre. Mais, je veux dire, en général, tout peut arriver. On peut avoir une situation, je veux dire, une belle situation, et retomber dans une situation je veux dire, qui est défavorable à l'individu, et l'échelle des besoins, bah, je veux dire, retomber vers le bas. Retomber vers le bas. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Maslow. Mais, généralement, pour les gens qui vont au magasin, ce qui leur intéresse, c'est de l'huile, du sucre, du café, je veux dire, du pain, voilà, du pain. Bon. Si c'est déjà de subvenir ça, il arrive à satisfaire ces besoins-là, ben, il va avoir d'autres besoins. Ben, besoin de jeu, besoin de, je veux dire, d'aller au théâtre, besoin de. Voilà, il y a d'autres besoins qui vont s'ouvrir, parce qu'en fait, il sait satisfaire les besoins primaires, il peut s'ouvrir à d'autres besoins. D'autres besoins. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, comme je l'ai expliqué, si le prix augmente de 200 euros, l'offre a augmenté. Fatalement, il y a moins de gens qui achètent, donc il y a plus d'offres sur le marché. Vous allez au magasin, vous allez trouver plus d'offres. Plus d'offres. Voilà. Maintenant, si les prix diminuent, à ce moment-là, les gens vont venir acheter. Hein, attention que les gens ils viennent acheter parce que le prix diminue, oui, mais attention que ça doit rester de la qualité, ça doit rester des produits qui répondent aux normes et qui satisfassent bien sûr les clients, et que les clients en ont besoin, parce qu'ils n'en ont pas besoin, hein, je veux dire,
Certains clients auront peut-être besoin, mais toute une panoplie de clients n'auront pas besoin de ce produit-là. Mais je veux dire, mais par contre, le pain, c'est pas le cas du pain, parce que tout le monde a besoin de pain. Maintenant, tout le monde ne va pas acheter un pain, je veux dire, à 3 euros. Ben, les gens se contentent des pains de moindre qualité, mais au moins, ils ont du pain. Moindre qualité, donc, en rapport qualité-prix, ouais, la qualité n'est pas la meilleure, mais en réalité, voilà, ils vont mettre un petit prix pour avoir un pain de mauvaise qualité, mais voilà, voilà, et je veux dire, ils vont quand même se subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire manger un pain. Mais peut-être pas un pain de meilleure qualité, mais au moins un pain, ils vont l'avoir chaque matin, en payant très peu. Voilà. Donc ici, il y a des produits qui sont, je veux dire, cycliques. Ouais, que les fournisseurs sont obligés de fournir au quotidien pour remplir les magasins, c'est-à-dire qui sont dans des zones géographiques. Bien sûr, on ne peut pas tout remplir toutes les zones géographiques que l'on veut. Si vous prenez les Esquimaux, par exemple, ils ont des zones, je veux dire, ou des zones désertiques, par exemple, où les camions ne savent pas arriver là, donc ils vivent en autarcie et fabriquent eux-mêmes l'alimentation parce que les camions n'arrivent pas jusque ces endroits, je veux dire, très reculés qui se trouvent, je veux dire, par exemple en Sibérie. Voilà. Donc ici, en général, dans les pays développés, les camions fournissent les magasins où on peut, les magasins qui sont dans des rayons d'action, des rayons dans des zones géographiques accessibles par voie autoroutière, donc c'est accessible à beaucoup de zones urbanisées. Et même en campagne, on retrouve aussi des grands magasins, parce que dans les pays développés, il y a énormément de magasins répartis, je veux dire, un peu partout dans des zones géographiques. Donc, le pain est alimenté au quotidien, l'huile est alimentée au quotidien, euh, euh, le café voilà, est alimenté au quotidien, les boissons sont alimentées au quotidien, que ce soit les bières, l'eau, les limonades, etc. Tout est rempli au quotidien. Bon, maintenant, en cas de guerre, ou en cas d'effet médiatique, je veux dire, qui stipule qu'il y a quelque chose de grave dans le pays, ben, les gens vont courir dans le magasin, ils vont tous s'acheter, ils vont créer une pénurie. Voilà, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire que si je reviens sur l'exercice, pour pas m'étaler un peu là-dessus, ben, l'offre moyenne, c'est ça, c'est-à-dire c'est 9522 nouveaux produits, enfin nouveaux produits qui seront offerts en plus si le prix a augmenté de 200 euros. Fatalement, les gens achètent moins. Ils vont se retourner, pour le beurre, ils vont se retourner vers la margarine. Pour le pain blanc, je sais pas, ils vont peut-être acheter, je sais pas, des croissants ou ils vont peut-être acheter un autre pain qui est voilà, moins cher. Donc ils n'achèteront plus de pain blanc. Quoique le pain blanc, il est vraiment pas cher du tout. Hein. Ouais, il est de piètre qualité, mais il n'est pas cher. Voilà, ils vont se retourner vers autre chose. Et quand on a une variation de prix, eh bien, la quantité offerte augmente parce que les gens ne suivent plus. Voilà, parce que je vous ai dit, ils ont un revenu bien précis et qu'ils calculent tout. Ils calculent parce que les gens sont animés dans une certaine vie où il y a énormément de charges. Payer l'électricité, le loyer, la voiture, les GSM, les assurances, les impôts, voilà, payer des vacances, fournir des vacances. Voilà, le transport est payant, l'alimentation est payante, l'habillement est payant, les loisirs sont payants, tout est payant que pour finir, je veux dire, le revenu qui est fixe, qui arrive à la fin du mois, mais je veux dire, ne suffit pas à subvenir tous les besoins qui sont nombreux je veux dire, et qui sont suscités, bien sûr, par les fournisseurs de services et les entreprises qui fournissent, qui suscitent, je veux dire, par voie de marketing, publicitaire, etc., une envie d'achat. Ouais, une envie d'achat qui fait que bon, les gens sont saturés de, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, de vouloir satisfaire de nombreux besoins, mais tous ces besoins sont payants. Voilà. Tous ces besoins sont payants. Et il y a énormément, je peux décrire le nombre de besoins, ils sont énormes. Hein. Donc voilà, si des petits besoins à satisfaire coûtent très cher, ça part mal déjà, ça part mal. Parce que si on a trois quatre grands besoins à satisfaire, hein, la personne ne sera, c'est un revenu fixe d'un certain montant et qu'elle dépasse ce revenu, ben, chaque mois, ça ne suffira pas à vivre, même si elle a 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, ben c'est la décharge énorme, hein, même à 10 000 euros, vous pouvez avoir des charges énormes. Hein. Il y en a qui sont, malgré tout, ils n'arrivent pas à la fin du mois, même avec 10 000 euros. Il y en a, vous leur donnez 20 000 euros, à la fin du mois, ils ne s'en sortent pas non plus. Hein. Ça dépend, parce que ils ont tellement de besoins voilà, à satisfaire qu'ils ont agrandi leur échelle de besoins
qui fait que, bon, et peut-être certains besoins sont coûteux, qui font que, je veux dire, ils n'arrivent pas à suivre malgré un revenu de 25 000 euros. Et ça existe. Des histoires comme ça existe. Des gens qui se retrouvent endettés. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc voilà le revenu, l'offre, l'offre moyenne, c'est ça. Donc, et ça c'est représenter, enfin, interpréter la croissance moyenne. La croissance moyenne, c'est que pour une variation de 200 euros, mais il y a 9 522 produits offerts en plus. Offerts par le producteur. Qu'est-ce qu'il offre? C'est le producteur. Le problème va se poser chez le producteur. S'il y a beaucoup d'offres et qu'il ne vend pas, c'est embêtant. Hein. Si les gens, et là on peut voir au niveau macroéconomique, on peut voir que s'il y a un problème macroéconomique, que les gens ont des problèmes de revenus, et que la vie est devenue chère, hein, par l'entremise de l'indice de consommation, que la vie est devenue chère, qu'est-ce qui se passe? Mais tout va être répercuté, ils achèteront moins, donc il y aura plus d'offres sur le marché. Les entreprises ne pourront pas vendre ce surplus d'offres, fera en sorte que ils devront licencier, et c'est le cercle vicieux économique. Hein. Voilà. Si les consommateurs ne savent plus acheter, mais les producteurs pourront, auront du mal à produire, à produire parce qu'en fait, ils vont produire et ça ne se vend pas. Voilà. Et donc là, il faudra licencier, il faudra avoir des plans, je veux dire, voilà. L'idéal, c'est d'avoir des phénomènes de mode. Les meilleurs phénomènes commerciaux sont les phénomènes de mode. Et beaucoup l'ont compris. Ils jouent sur la mode et après ils oublient ce produit-là pour recréer un nouveau produit et ils sont sans cesse dans l'innovation de phénomènes de mode pour pouvoir, je veux dire, avoir des pics de consommation et des pics de production instantanés, c'est-à-dire que sur une longue période, hein, sur une longue période, je ne passais pas instantané, mais sur une longue période, par exemple, si la mode dure 5 mois, mais ils vont produire 5 mois à fond. Si une paire de chaussures plaît, parce qu'il y a un footballeur qui l'a mis, hein, que bon, tout le monde veut jouer avec cette paire de footballeurs, eh bien, je veux dire, ce phénomène de mode va peut-être rester 6 mois, 7 mois, 8 mois, peut-être 10 mois. Voilà. Et alors, ils vont produire à fond, ils vont se faire beaucoup d'argent, et puis après, ils vont passer à autre chose. La société va se modifier, par exemple, de paires de chaussures en raquettes de tennis. Voilà, un gars qui a gagné un tournoi de tennis avec une raquette de tennis bien précise, ils vont se lancer à fabriquer, la même entreprise qui fabriquait des chaussures va se recombiner en transformation de fabricant de raquettes. Eh ben, voilà, il va fabriquer la raquette du joueur qui a gagné, qui vient de gagner, et voilà, ils sont de nouveau sur un phénomène de mode. Et voilà, qui réengrange des millions. Voilà, parce que une entreprise qui fabrique toujours la même chose, à un moment donné, il y a des courbes je veux dire, de jeunesse, voilà, de vieillesse, etc. Et quand le produit arrive à maturité, surtout à la vieillesse, quand il arrive à la vieillesse, mais ça se vend moins que quand il était jeune. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que l'idéal, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit modifiable. Et c'est le cas des voitures. Les voitures sortent toujours un nouveau modèle. Vous pouvez regarder, bon, il fonctionne avec un certain nouveau modèle, et puis après, ils changent le modèle. Voilà. Et ça, ils sont constamment dans l'innovation pour faire en sorte de satisfaire les clients, que il est pas, le client ne devienne pas, je veux dire, on va dire à un moment donné, hum, insatisfait à cause que c'est toujours la même chose. Voilà. Bon, maintenant, ceci, c'est pour la question B. On va faire la question, le prix à l'équilibre. Voilà. Alors, on va voir le prix à l'équilibre. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si je trace une droite, là, j'ai une courbe qui est au-dessus de l'autre. La courbe qui est au-dessus de l'autre, ben, c'est la courbe, la demande ici est supérieure à l'offre. Voilà. Par contre, si je trace ici, là j'ai la courbe de l'offre, elle est là, la courbe de demande est là. Donc là j'ai une offre plus grande que la demande. Donc ici c'est la demande qui est plus grande que l'offre, là c'est l'offre qui est plus grande que la demande. Par contre ici, j'ai une intersection qui est l'offre égale à la demande. Voilà. Et là, on a un prix d'équilibre. Je vais expliquer pourquoi on a un prix d'équilibre. On va le rechercher, hein. Je ne sais pas combien il fait. Je n'ai pas calculé ce point à l'intersection, mais je vais le calculer. Bon, quand la demande est supérieure à l'offre, ça veut dire que ça, c'est le cas de figure quand vous avez, par exemple,
on a peu d'offres par rapport à la demande. C'est par exemple, vous avez un phénomène de mode, comme je l'ai expliqué, euh, vous avez un nouveau jeu qui vient de sortir, un jeu japonais, je sais pas moi, ou les mangas qui viennent, un livre sur les mangas, ou je sais pas, et que tout le monde court au magasin. Tout le monde court au magasin, vous vous retrouvez avec un magasin, je veux dire, rempli de personnes qui se bousculent, et en fait, il y a 10 000 personnes à la porte, enfin, on va dire 5 000 personnes dans un très grand magasin qui peut accueillir 10 000 personnes. Il y a 5 000 personnes qui viennent, mais vous avez 2 000 Xbox. Hein. Vous avez une demande de 5 000 personnes qui veulent acheter, et vous avez que 2 000 en stock dans le magasin. Donc là, c'est la demande qui est supérieure à l'offre. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir des bagarres. Hein, ils vont tout retourner le magasin pour essayer d'avoir leur Xbox. Voilà. Maintenant, on peut avoir le cas contraire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, le prix est tellement haut que les gens n'achètent plus. Vous voyez que plus le prix augmente, plus l'écart ici il augmente. Hein. Donc, plus le prix augmente et plus euh, l'écart entre l'offre et la demande augmente. Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a trop d'offres, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens n'achètent plus. Enfin, quand le prix est trop haut, les gens n'achètent plus. Il y a trop d'offres. Il n'y a pas assez de demande. Voilà. Ici, la demande, elle diminue. Hein. Voilà, il n'y a pas assez de demande. Ça veut dire que j'aurais, par exemple, 1000 personnes qui viennent acheter une Xbox, hein, une vieille Xbox qui est en magasin, alors que dans le magasin, on a 5000. Et il n'y a que 1000 amateurs qui viennent pour ces 5000. Là, on a l'offre de 5000, voilà, pour une demande au niveau. La demande, c'est au niveau client, hein. C'est les clients qui demandent, alors que l'offre, c'est le producteur, je veux dire, qui produit. Voilà, et le client, c'est le consommateur. Voilà. Voilà, la demande, c'est la demande du consommateur et c'est l'offre du producteur. Voilà. Bon, et donc, la meilleure chose à faire, c'est quand l'offre est égale à la demande. C'est-à-dire que vous avez 5000 téléviseurs et 5000 clients. Ben, tout va partir. Hein. Voilà. Et c'est ça, il faut chercher ce prix que tout part. Que tout part. Il n'y a pas de déséquilibre entre la demande, l'offre et la demande. Donc, pour ça, il faut chercher, je veux dire, euh, pour trouver l'équilibre, il faut que l'offre soit égale à la demande. Eh bien, je vais le calculer tout de suite. Donc, on va chercher le prix à l'équilibre qui est la question C. Le B a été fait. Donc, on sait bien que l'offre en fonction du prix doit être égale à la demande en fonction du prix. L'offre, c'est bien sûr 3 moins 5 sur 2P plus 1 pour équation, et l'autre moins X sur 3 plus 3. Voilà. Ou en d'autres termes, c'est comme si je faisais la différence égale à 0. Ah ouais. O moins D égale 0, c'est la même chose. Donc, je peux faire ceci égale 0. Bon. Je veux tout mettre en 3 fois 2P plus 1. Voilà, moins 3 fois 2P plus 1. Voilà, égale 0. Voilà, donc il n'y a pas d'écart entre offre et la demande. Bon, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je fais 3 fois 2P plus 1 pour mettre au même dénominateur fois 3, donc ce qui fait 9. Il y avait un 3 là. 3 fois 3, ça fait 9. Hein. 9 fois 2P plus 1, moins 5 fois 3, puisqu'il y a 3, fois, et là, on voit 5 fois 3, c'est tout. Alors, moins, ici, c'est moins x sur 3 plus 3, le tout fois 3 fois 2P plus 1. Ce 3-là va m'aider quand je vais multiplier avec lui pour obtenir moins x sur 3 fois 3, ce qui fait moins x, voilà, et 3 fois 3, ce qui fait 9. Voilà. Donc ici, je vais tout mettre au même dénominateur qui est 3 fois 2P plus 1, ce qui fait 18P plus 9 moins 15 moins, ici c'est pas x, c'est P, moins P fois 2P, moins 2P carré, moins 2P carré, moins P, plus 18P,
9 fois 2, 18p. 18p. Donc 18p plus 9. Voilà. Ce qui fait 18p, 9 moins 15, 18p moins 6. Donc la demande, si je mettais en... La demande, c'est 18p moins 6. Le tout sur 3 fois 2p moins 1. Plus 1. Voilà. 18p, 9 moins 15. Ça fait bien moins 6. Hein. Je ne me trompe pas. Voilà. Alors, moins... ici, moins... moins 2p carré. Bien sûr, sur 3 fois 2p plus 1. 18 moins p plus 17p. 18 moins 1, ça fait... Ouais. Donc, on a bien moins 2p carré. Moins p plus 18p plus 9. Bon, avant d'entamer quoi que ce soit, égal à 0, bien sûr. Hein. Voilà, ça c'est l'équation de la demande mise sous forme comme ceci. Et celui-ci, c'est de l'offre. Bon, je vais déjà contrôler ça. Je vais le contrôler en mettant un point connu. Hein. Ce point, c'est qu'est-ce qui est connu? On avait dit que si je mettais... si je mets 5 ici, 3 moins 5 sur 11, 3 moins 5 onzième, je dois trouver 3 moins 5 onzième. J'ai mis P égale 5. Enfin, pour 5, on a 3 moins 5 divisé par 11. 2,54. Donc, pour 5, j'ai ici, je dois avoir 2,54. Il doit passer par ici quelque part. Voilà. Voilà, 2,54 qui est ici. Voilà. Voyons voir si on a 2,54 avec ceci. Donc pour 5, si je fais 18 fois 5, 180 divisé par 2, 90. 90 moins 6 divisé par 3 divisé par 11. C'est juste. Voilà. Donc autant dire que cette équation-là, elle est bonne. Je vais la garder telle qu'elle. Hein. La seconde, si je prends 5, j'ai moins 5 tiers plus 3. Voilà pour la demande. 3 moins 5 tiers. 3 moins 5 divisé par 3. 1,33. Voyons voir avec celle-ci si c'est bon. Donc, 5 au carré, 25, fois moins 25, plus 17 fois 5, plus 9, voilà, 69, le tout divisé par 3, divisé par 11. Alors, combien est-ce que j'avais 1,33. Bon, je vais recommencer. Donc, j'ai pris moins 5 tiers. J'ai pris 5. Donc, je vais recommencer. Ici, c'est 5 au carré, 25. 25 fois moins 2, moins 50. Plus 17 fois 5, plus 9, divisé par 3, divisé par 11. Voilà, c'est 1,33. Autant dire, c'est bon. Voilà, donc ça c'est une autre forme de vue de l'équation de demande en mettant sous forme de fraction. Voilà, que ce soit la droite elle est là, que ce soit l'hyperbole elle est là. Je les écris d'une autre manière. Pourquoi? Ceci pour faire ceci, regardez bien, je vais égaler à 0. Si j'égale à 0, enfin, je fais la différence, mais le dénominateur va tomber parce qu'ils sont tous les deux au même dénominateur. Donc il va rester juste 18p moins 6 est égal à moins 2p carré plus 17p plus 9. Voilà. Ce qui fait moins 2p carré plus 17p moins 18p, parce que le p là, il va passer moins 18, voilà. Et 9 plus 6 égale 0. Voilà. Ce qui fait moins 2p carré plus 17p
ce qui fait P, 17 moins 18P, ce qui fait P est égal à plus 15, égale 0. Bon, alors, ça c'est facile, hein. Moins 2P carré plus P, moins 2P carré plus P, moins 2P carré plus P, plus 15, égale 0. Voilà, ça c'est quand on a équilibre. C'est-à-dire quand j'ai fait ceci égale 0. Voilà, et j'ai laissé tomber le dénominateur parce qu'il est le même. Voilà. Ou en d'autres termes, j'ai fait, hein, si je ne veux pas écrire ceci, j'écris ceci égale ceci. Voilà. Et ça me donne quoi? Ça me donne ceci. C'est l'équivalent d'une équation du second degré. Bon, alors là, c'est très simple, hein, je vais le faire par somme et produit. La somme vaut 17P moins 18P, c'est moins P. Voilà. La somme fait moins P, moins B sur A, ce qui fait 1 demi. Et le produit fait C sur A, moins 15 demi. Qu'est-ce qui fait 15? C'est 5 fois 3. Voilà. Donc, en fait, moins B, c'est moins 1 demi ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait 15? C'est 5 fois 3. Donc, les racines, c'est 5 fois 3, avec un moins dans un des deux. Hein. Si je mets, par exemple, 5 demi et non pas 3 demi, avec le moins ici, ça fait 2,5 moins 3, et ça fait bien moins 1 demi, donc c'est juste. Donc les racines, c'est bien 5 demi et moins 3. Voilà. Donc les racines, c'est 5 demi et moins 3. Donc P1 moins 3 et P2 égale moins 5 demi. Voilà, j'ai cherché les racines par somme et produit, j'ai pas fait par le delta. Hein. Voilà. Donc ici, le P1, celui-ci, il est à rejeter. Pourquoi? Parce que il est négatif. Le prix est négatif. J'ai pas de prix négatif, je suis dans un problème de, voilà, de sciences commerciales où j'ai banni le domaine. Enfin, le domaine est strictement positif au niveau du prix. Et le prix négatif, ici, il n'y a pas de prix négatif. Voilà. Par contre, ici, on a bien 5 demi, plus 5 demi. Ce qui veut dire 5 de 10, 5 demi, c'est 2,5. Donc, voilà. Donc, l'intersection, si vous voulez, elle intervenait à 2,5. Voilà. L'intersection intervenait à 2,5, c'est-à-dire ici. L'intersection est plutôt là. Donc, la courbe, elle ferait plutôt une histoire comme ceci. Voilà. Donc, l'intersection est à 2,5. Donc, l'équilibre du prix est à, quand le prix vaut 2 fois 100, bien sûr, hein, ça fait 2500 euros. Ouais, c'est 2,5 fois 100, hein, de 2500 euros. Bon, voilà, donc l'équilibre a lieu pour un prix égal à 2,5. Ce qui veut dire pour une offre de qui est égale à la demande de, il suffit de calculer, soit dans les équations là, mais moi je vais prendre la plus facile, c'est moins P sur 3 qui est plus facile, plus 3. Donc je remplace là-dedans, moins 2,5 sur 3 plus 3. 2,16. Donc l'offre est égale à la demande à 2,6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais x 10 000, bien sûr, faites x 10 000. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait 2000. Voilà. 21 666 produits. Voilà. Et là, quand ça coûte, et là, vous avez un prix de, pour un prix de 2500 euros, mais l'offre est égale à la demande, tout part. Et là, on est bien à 2,1, c'est juste. Je suis bien à 2,1 au niveau du graphique. Voilà. Maintenant, je vais rechercher la dernière question. Pour quel prix y aura-t-il un manque de 40 000 produits? Bon. Pour quel prix, on cherche le prix, que vaut le prix, pour qu'il y ait un manque de 40 000 produits? Bon, 40 000. Ça veut dire que la différence
entre l'offre et la demande doit être de 40 000. Donc, ça veut dire que moins 40 000, là j'ai une offre et une demande. Donc, quand est-ce qu'il y a un manque de 40 000 unités? Là, j'ai trop d'offres par rapport à la demande. À partir de 9, la demande, elle devient négative. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Bon. Il faut que la différence entre l'écart entre l'offre et la demande doit faire 40 000. Donc, je me situe en dessous du point d'équilibre. Si je me situe en dessous du point d'équilibre, je peux faire l'offre moins la demande. Parce que si je suis à droite, je dois faire l'offre moins... Parce que ici, ici, il faut un écart de 40 000. L'écart de 40 000 sera dans cette zone-là, regardez. Là, j'ai 3000 produits. Voilà, il faut que je descende ici, jusqu'à moins 1, là, ici. Voilà. Là, j'ai un écart de 40 000 entre la demande et l'offre. J'ai 40 000 unités d'écart. Bon, mais il y a peut-être un autre endroit, on a 40 000 unités d'écart. Ici. Non. Non, parce qu'ici, il y a déjà un écart ici. Donc, voilà, ici, ce serait l'offre. Comme ici, la demande est négative, c'est moins D. Là, on a l'offre qui est positive. Pour avoir, ici, j'aurai l'offre moins la demande, ce qui fait offre plus demande. Là, on n'a pas 40 000. Voilà. Là, on n'aura pas 40 000. Ici, on n'a jamais 40 000 ici, puisque les 40 000 sont situés ici. La seule manière d'avoir 40 000, c'est ça. Mais là, on fait l'offre moins la demande, ce qui fait l'offre plus la demande. Voilà. Bon, donc le réel écart, il est ici quelque part, entre 0 et la racine ici. Voilà, et ce 40 000 est là. Bon, ben on va le rechercher. On va le rechercher. Je vais faire l'offre moins la demande. La demande est ici. Hein. Attendez. La question, c'est qu'on coupe, ça ne me rappelle plus. À quel prix y aura-t-il un manque de 40 000 produits? Ah non, donc en fait, non. Un manque... Non. Il manque 40 produits. Là, il y a trop de produits. Trop de produits par rapport à la... Voilà. Là, on a un équilibre. Et là, la demande est... Oui, ici, c'est ici. C'est de ce côté-ci. Quand la demande est plus importante que l'offre. C'est juste. Voilà, donc c'est bien ça. Quand la demande est supérieure à l'offre. Voilà. Donc, quand on a... Pour qu'il y ait un manque, quand on a trop d'offres par rapport à la demande, il n'y a pas de manque, puisque justement le problème est situé au niveau du producteur. Les clients n'achètent pas, les consommateurs n'achètent pas pour l'une ou l'autre raison économique, mais le producteur, son offre est trop importante par rapport à la demande. Bon, ça pose un problème chez le producteur. Voilà. Par contre, ici, il manque 40 000 produits. Donc ça veut dire qu'il y a une demande trop forte par rapport à l'offre. Ça veut dire que le problème est situé au niveau du producteur aussi, donc qui doit remplir sa mission de reproduire plus en quantité. Oui, je suis d'accord, mais c'est plutôt parce que ça a un effet
une cause à effet à cause de la clientèle des consommateurs, qui a trop de consommateurs. Voilà, voilà, il y a une raison pour laquelle il y a trop de consommateurs par rapport à une offre qui est très peu élaborée. Et donc, si j'ai trop de demandes par rapport à l'offre, il risque d'avoir un manque de produits. Voilà. Et si ce manque de produits, ben, c'est 40 000 unités. Il manque 40 000 unités. Voilà. Et donc, pour avoir un manque de 40 000 unités, ben, il faut que je me situe dans une zone où la demande est supérieure à l'offre. Or, quand est-ce qu'on a la demande supérieure à l'offre? Mais c'est dans cette zone-ci. Excepté, bien sûr, ce point-là, parce que là, l'offre est égale à la demande. Donc, on est dans cette zone-là. Et il faut rechercher l'écart pour lequel la demande moins l'offre, fasse 40 000. Voilà. Bon, la demande, j'avais mis une équation qui était comme ceci. La demande, c'est l'équation ici. Moins 2p carré plus 17p plus 9. La demande, elle est là. Moins l'offre, 18p moins 6. J'enlève le dénominateur. Voilà. Ah non, je vais la mettre sur 3 fois 2p plus 1 parce que si je dis qu'il y a 40 000 unités, 40 000 unités, ouais, c'est 4. Hein. C'est 4 fois 10 exposant 4, donc ce qui fait l'écart doit faire 4. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. 4, mais si je fais x3 fois 2p plus 1 pour mettre au même dénominateur, je dois tenir compte de ceci. Ouais. Bon, là, je peux simplifier cette fois-ci. Voilà. Et là, je vais avoir 4 fois 3, 12. 12, ça fait 12. 12 fois 2, 24p plus 12. Voilà. Bon, ça veut dire que je vais avoir un nouveau polynôme. Tout passe à gauche. Moins 2p carré plus 17p plus 9 moins 18p plus 6 moins 24p. Celui-ci, je le fais passer de l'autre côté. Moins 12. Moins 12 égale 0. Voilà. Vous résolvez vous réduisez bien sûr ce polynôme qui est moins 2p carré. 17, c'est qui fait moins p. Moins 24p, c'est qui fait moins 25p. 17p, moins 18p, moins p. Moins 24p, moins 25p. Voilà. 9 plus 6, 15. Moins 12. 15 moins 12, 3. Voilà. Et là, je vais chercher le delta, b carré. Donc, tout est bon, hein. 9 plus 6, 15. 15 moins 12, 3. Donc delta, ça fait b carré, 25 au carré, moins 4 fois A fois C. Bon, 25 au carré, 625. 25 au carré, 625. Moins par moins, plus. 4 fois 2, 8. Plus 24. Voilà. 649. 649. Donc c'est plus ou moins moins B, c'est 25. Le tout sur 2 fois moins 2P, ce qui fait moins 2, ce qui fait moins 4. Sur moins 4. Voilà. Alors si je fais le plus plus ici, ça va donner du plus. Sur du moins, ça va donner du moins. Donc un prix, je ne serai pas dans les prix négatifs. Donc celui-ci, je peux enlever cette solution-là. Ce qui va me donner un prix négatif. Par contre, celui-ci va me donner du moins ici, mais après, avec divisé par du moins, il va me donner du plus. Voilà, donc ce qui fait 25 moins racine carrée de 649, divisé par moins 4, 0,11.
0,11. Voilà, et ça c'est pour un prix de 0,11. Allez, on va mettre ceci. Voilà. Ce qui veut dire que x 100, c'est-à-dire 118 euros, hein, 8. Voilà. Là, on va contrôler ça, tout ça par dessin. 0,18. Effectivement, je suis là. Alors maintenant, je vais regarder combien ça fait. Voilà. Je vais regarder, ça fait bien moins 40 000. Alors, 0,11 divisé par 3, fois moins 1, plus 3. Voilà. Pour P égale 0,11, la demande vaut 2,96, 3. Bien sûr, fois 10 000. Hein. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait 29 633 produits. Voilà. Maintenant, pour celui-là, P égale 0,11. La demande, est-ce que c'est juste ici? Oui, j'ai bien 2,9, presque 3. Donc pour 0,11, là, il est bon. Alors maintenant, pour 0,11, pour l'offre, on va avoir du négatif. Moi, ça, c'est pas possible. On va recommencer. 0,11 fois 2 plus 1, l'inverse, fois 5, fois moins 1. Voilà, plus 3. Moins 1, ça c'est bon. Donc j'ai moins 1,09 98 36. Alors, comme ça en milliers, voilà, ça c'est pour l'offre. 1, 2, 3, 4, voilà, ce qui fait 10 900 produits. 10 980, voilà. J'ai 20 633 produits en demande. Et en offre, j'ai une offre voilà, de moins 10 983. Bon, une offre négative, ça peut s'expliquer, hein, comme une offre positive. Une offre positive, ça veut dire vous avez du stock. Il est en stock, soit en stock dans un entrepôt, magasin ou autre, parce que généralement, beaucoup de magasins font office d'entrepôt. Hein, ils entreposent et ils vendent en même temps. Voilà. Des produits venant de partout. Donc, en fait, certains magasins font entrepôt pour certains producteurs. Voilà. Mais différents entrepôts, hein, parce qu'il y a plusieurs magasins. Voilà, mais une offre négative, ça veut dire que sur papier, il est écrit que le producteur doit produire à l'avenir une certaine quantité, qui n'est pas encore présente sur le marché. Voilà, et c'est sur papier. Sur papier. Voilà. Autant l'offre est positive, autant l'offre existe, les produits existent. L'offre nulle, il n'y a pas de produit. Et offre négative, ça veut dire que c'est sur papier. C'est-à-dire que ce sont des prévisions qui doivent être faites pour produire des quantités. Voilà, on peut expliquer ça comme ça. Bon, maintenant ici je fais la différence de la demande moins l'offre. Voilà, 29 000. Attention que c'est moins 10 000. Hein. Ici c'est moins 10 000 parce que ici c'est moins. On a du négatif, donc c'est moins, ce qui fait du plus. Donc moins, ça fait du plus. Voilà, ce qui fait 29 633 plus 10 983. On a bien 40 616. Ouais, mais ça, c'est le problème de virgule. Hein. Bon, 40 616. Voilà. J'ai pris 0,11. J'aurais pu le prendre avec plus de précision. Le problème de précision induit toujours des petites erreurs comme ça. Voilà, qui font que, bon, on n'a pas nos calculs qui sont
hyper exact. J'aurais dû prendre avec 8 décimales, toutes les décimales possibles pour travailler avec le plus de précision. Voilà, tant pis. Mais j'ai mes 40 000. Voilà, j'ai mes 40 000. Voilà, donc en fait, pour quel prix y aura-t-il un manque de 40 000 produits? Mais ce manque de 40 000 produits aura lieu pour un prix de 0,11, c'est-à-dire 111 euros. 110, 111 euros. Voilà, à 110, 111 euros, on a bien un écart d'environ de 40 000 ici. Voilà. Cet écart-là, il est là, on le voit de là à jusqu'ici. Voilà, tout juste. Voilà, je vous remercie beaucoup.